Ah, je fais une introduction. Encore une petite intro, oui. Merci d'être resté. De rien. On va voir le deuxième talk de la soirée. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est le hackerspace parce qu'on ne va pas exagérer. C'est quoi le hackerspace? C'est quoi le hackerspace? Ouais. C'est un super bon droit. On va y aller après. Voilà, donc ici on a François Gérard, aussi doctorant cette fois-ci à l'ULB, donc de l'autre côté de la frontière linguistique, qui fait tout un tas de trucs super intéressants. Mais on comprend rien. Mais... On risque de rien comprendre, ouais? Non, ça va. Ok, on va tout comprendre, ça va être formidable. On va entendre parler d'ordinateurs quantiques, de cryptographie. C'était une courte intro, mais je t'en prie. Bien. Impressionnant. Bon. Alors, d'avance, je m'excuse un peu pour les slides, il y a certains trucs qui ne sont pas super bien faits. Je veux une fois, Hackerspace, on fait des slides vraiment super. Hein. Le truc sur Peeble, là, ça là à gauche, à droite, c'était incroyable. Alors, je sais pas, Peeble est mort depuis. Je sais pas s'il y a un rapport. Peut-être une corrélation. Mais bon, donc mes slides sont peut-être pas super. Mais c'est fou, on m'a demandé carrément d'enseigner aujourd'hui, donner des TP et tout. Je trouve ça scandaleux dans une université. On a des choses pareilles, mais bon. Voilà. Ok, alors qu'aujourd'hui, j'arrive avec une question, l'ordinateur quantique, la fin de la cryptographie. Donc le but, c'est de répondre à cette question. Alors, je vous donner la réponse, c'est non. Vous avez des questions? Bon, ok, j'ai pas super préparé les slides, mais quand même un peu plus que ça. Donc j'étais avec ma question, l'ordinateur quantique, la fin de la cryptographie. Dans cette question, il y a deux mots importants. Ok, ça fait 3 mots. Je peux régler ça tout de suite? C'est mieux? Ah, vous faites du Python, ok. Ça va? On est tous d'accord? Donc il y a deux mots intéressants qui sont ordinateur quantique et cryptographie. Ok? Donc qu'est-ce que je vais essayer d'expliquer? D'abord, je vais parler un peu de cryptographie de manière générale. Voilà, ce qui n'est pas évident à chaque fois, c'est que je sais que les étudiants ici peuvent aller de BA1 jusqu'à retraité. Et puis après avoir introduit un peu la cryptographie, je vais voir ce que c'est que la menace quantique. C'est des beaux mots pour juste de l'algorithmique derrière, hein. On ne va pas faire peur. Et au final, je vais voir est-ce qu'on a des solutions à tout ça. Bon, donc la crypto, j'imagine que vous savez tous à peu près ce que c'est. Disons, c'est un ensemble de méthodes mathématiques qui nous permettent de sécuriser les données. Et là-dedans, on a un truc, c'est les algorithmes de chiffrement, par exemple. Le chiffrement, c'est quoi? L'idée, c'est que je prends un message, je vais le transformer en un truc qui va ressembler à de l'aléatoire. Hein, l'idée, c'est qu'on croirait que c'est de l'aléatoire une fois qu'on voit les données, et je vais le balancer à quelqu'un d'autre, et lui va pouvoir déchiffrer. Okay? Donc ça permet de communiquer de manière secrète. Mais la crypto, c'est pas juste ça, on a aussi un truc qui sont, par exemple, les algorithmes de signature. L'idée de la signature, c'est... ben voilà, c'est pas juste que j'ai envie d'envoyer un message, mais j'ai envie de dire, prouver c'est moi qui ai envoyé ce message. Parce que vous recevez un message chiffré, vous déchiffrez, hein, vous n'êtes pas vraiment sûr que c'est bien la bonne personne qui vous l'a envoyé. Vous savez juste qu'il était chiffré et que vous arrivez à le déchiffrer. Et donc l'idée de la signature, c'est la même chose qu'une signature manuscrite au final, que je pourrais écrire sur un document. Je me dis, tiens, voilà, j'approuve, blablabla, j'ai pas lu ce qui était au-dessus, mais j'approuve. Okay, mais le problème de la signature manuscrite, c'est que si je la prends, je la copie-colle autre part, ça marche toujours. Alors que la signature numérique, c'est un peu mieux parce qu'elle dépend du message. Et donc, c'est une signature pour un message. Il peut aussi les fonctions de hachage, ça vous avez déjà probablement utilisé juste pour vérifier si des fichiers n'ont pas été modifiés. Donc je ne vais pas étendre là-dessus trop longtemps. On a deux types de crypto. La première, c'est la crypto symétrique. Et la crypto symétrique, c'est que je vais avoir un secret partagé entre moi et mon pote. Okay, et je vais utiliser ça pour chiffrer les données. Donc je vais juste avoir deux fonctions, une qui chiffre et l'autre qui déchiffre, encryption, decryption. Okay, et elles vont toutes les deux prendre comme input la clé secrète. Okay. La première va produire un chiffré, qui ressemblera à de l'aléatoire, quelqu'un qui n'a pas la clé et qui voit juste ça passer, et l'autre va reconstituer le message. Mais le problème de ça, ce qui me gêne un peu, c'est que, imaginons j'ai envie de communiquer avec un serveur qui se trouve à l'autre bout de la planète, comment je fais pour le secret? Parce que moi, je ne le connais pas, et je ne vais pas lui envoyer un pigeon voyageur, enfin, je peux envoyer par la poste, y aller à pied et tout. Ce n'est pas très pratique. Donc on a un deuxième truc qui s'appelle la crypto asymétrique. Et la crypto asymétrique, c'est au lieu d'avoir une seule clé, maintenant j'ai deux clés. Une clé qui s'appelle clé publique, que là je vais pouvoir distribuer à tout le monde. Hein, je peux passer ma clé publique, l'écrire, le créer, le faire passer à la télé et tout. Okay, et une clé secrète où là vous ne devez pas savoir ce que c'est. Et l'idée c'est ça, c'est que pour chiffrer les données, on va utiliser ma clé publique. Okay, tout le monde peut le faire, mais il n'y a que moi qui suis capable de déchiffrer. Okay, donc ces trucs-là, ça marche bien, mais alors on a l'impression que ça c'est 10 fois mieux, quoi. Asymétrique c'est trop bien. Mais le problème, c'est qu'évidemment, pour avoir cette relation clé publique, clé secrète, et que le chiffrement et déchiffrement fonctionnent toujours, il y a une relation mathématique entre les deux, et ça fait que les algos asymétriques sont bien plus lents, en général, que les algos symétriques.
Donc en fait, si on faisait tout avec de l'asymétrique, ben, ça nous poserait le problème que ça irait beaucoup, beaucoup moins vite. Qu'est-ce qu'on fait en général? On fait du chiffrement hybride. C'est-à-dire qu'on va utiliser la cryptographie asymétrique juste pour s'échanger le secret. Et une fois qu'on a ce secret qui est partagé entre les deux personnes, eh ben on chiffre et on authentifie, okay, pour la même occasion, grâce à la cryptographie symétrique qui va vite. C'est ce que vous faites quand vous utilisez un site web qui est sécurisé par HTTPS. Bah, TLS, il fait ça. Vous avez une première phase d'échange de clés, et puis une fois que la clé est échangée, avec cette clé session, vous chiffrez les données avec un algo symétrique. Donc, je vais essayer de montrer comment on peut faire un échange de clés avec un truc super simple qui s'appelle Diffie-Hellman. Vous avez déjà entendu le nom. Je ne vais pas faire RSA parce que je suis sûr que tout le monde connaît RSA. Mais pour ça, d'abord, vous savez bien que dans mes présentations, on s'amuse toujours à faire un peu de maths d'abord. Hein, c'est trop cool. Donc, on va commencer par un truc simple, c'est le logarithme. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un logarithme, sans déconner. Vous avez une équation du type AX égale à B, vous avez A, vous avez B, vous cherchez X. On est bien, on est bien. Facile, facile. Maintenant, on va faire un truc qui ressemble, que je vais appeler le logarithme discret. Alors déjà, je commence à avoir des trucs bizarres là qui arrivent avec des entiers et tout. L'idée du logarithme discret, c'est la même chose qu'un logarithme, mais je travaille modulo un nombre. Okay? Donc, c'est-à-dire que je vais tout le temps réduire modulo un nombre. Et là, ben, j'aimerais bien savoir résoudre la même équation, c'est-à-dire que j'ai A exposant X qui est congruent à B modulo un certain nombre. Je vais résoudre cette équation-là. Bon, si ça, c'était facile, ben non, ça, c'est galère. C'est vraiment dur, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'algorithme efficace pour résoudre ce problème-là. Pour être sûr que tout le monde a bien compris, imaginons que je me place dans un groupe, là c'est même encore fini à cet endroit-là, c'est juste des entiers entre 0 et 10, okay, et toutes les opérations que je vais faire vont être réduites modulo 11. Okay. C'est tout simple, hein, c'est tout simple. G, c'est un générateur du groupe, ça on s'en fout un peu. J'ai le log de 5, je dis c'est 4. Pourquoi? Parce que 2 exposant 4, ça fait 16, et si je réduis modulo 11, j'ai 5. Okay. Donc c'est exactement la même chose qu'un logarithme. Alors pourquoi est-ce que c'est plus dur en fait? Parce que je peux avoir un phénomène intéressant que je n'ai pas avec les logs, qui est que là en fait, si je veux savoir quel est le log de 3, ça va être 8, de exposant 256, j'ai écrit que ça faisait 11 fois 23 plus 3, hein, comme ça on est bien sûr. Mais donc je peux avoir cet exposant qui au final, il grandit de plus en plus. C'est-à-dire que si j'ai un logarithme, je peux essayer par exemple, si je cherche le log de 50 ou un truc comme ça, je peux regarder log de 10, puis log de 100, ok, donc log de 10 ça va être 2, enfin ça va être 1, donc 100 ça va être 2, et me réduire petit à petit pour essayer de trouver 2, quelque chose, ok, et je me réduis petit à petit dans ce sens-là, j'essaie de me rapprocher. Mais le problème avec le logarithme discret, c'est que là, à cause de la réduction modulo, je peux faire le tour en fait, et le logarithme il soit beaucoup plus loin dans le groupe, et je ne peux pas me rapprocher de plus en plus de la valeur. Okay, c'est là que vient la difficulté de calculer un logarithme discret, c'est que l'exposant, si ça se trouve, il faut aller voir plus loin et pas moins loin, on ne sait pas où on est par rapport à la bonne valeur du logarithme. Alors, comment on peut utiliser ça pour s'échanger des clés? C'est un truc qui s'appelle Diffie-Hellman. Okay, donc j'ai des paramètres publics, donc je prends juste un générateur du groupe, Q pour avoir le groupe. Okay, alors ça, c'est super simple. Franchement, je crois que c'est le protocole le plus simple du monde. Hein, l'idée, c'est juste, Alice veut échanger une clé avec Bob, et elle va prendre uniformément dans ZQ un A. Okay, et ça va être sa valeur secrète. Personne ne la connaît, à part elle. Ensuite, elle va envoyer à Bob G exposant A. Okay. Bob, il va faire de même, il va prendre un B, qui va rester secret, et envoyer G exposant B. Avec ça, ils vont tous les deux calculer G exposant à B, juste en faisant une exponentiation. On est bien d'accord qu'ils ont tous les deux ce qu'il faut. Lui, il a G exposant A, il l'a reçu de Alice, il connaît B qui est secret, et pour Alice, la situation, c'est le miroir. Hein. Et donc, ils peuvent bien calculer cette valeur-là. Donc ça, c'est tout simple. Et pourquoi ça nous permet de faire un échange de clés sécurisé? Parce que l'adversaire, lui, il ne connaîtra ni B ni A. Il verra passer ça, mais il ne connaîtra ni B ni A. Donc il voit G exposant A, G exposant B. De là, il peut faire quoi? Pas grand-chose. Il peut multiplier entre eux, mais là, ça fait G2A plus B, donc ce n'est pas exactement ce que je veux. Il peut faire une exponentiation, G exposant A fois G exposant B. Enfin, il peut faire ce qu'il veut, ça ne marche pas. Son seul moyen de retrouver ça, ce serait de trouver B ou de trouver A. Mais sauf qu'on a dit que le logarithme discret, on n'arrive pas à le faire. Et du coup, pour résoudre ce problème-là, il doit résoudre le logarithme discret. On part comme hypothèse que le logarithme discret, on n'arrive pas à le résoudre. Et donc, c'est sécurisé. OK? Je crois que ce protocole est assez simple. Tout le monde a bien compris? Bien. Maintenant, la menace quantique.
J'aurais pu mettre un truc à la Star Wars. Alors là, ça va vraiment être un slide dégueulasse, mais heureusement, il y a la lumière au-dessus, ça se voit pas trop. Putain, on voit vraiment que dalle. Alors ça, c'est des classes de complexité, je vous jure. Hein. Ça, c'était Fake Paint. Hein. Donc l'idée de ces classes de complexité, je pense que vous les connaissez, mais donc il faut savoir ce qui est en rouge sur le slide, c'est ce qui est galère-galère, ce qui est en vert, c'est ce qui est facile. Donc là, je sais que les classes de complexité, il y en a plein, et bon, il y a plein de trucs en plus. Mais là, juste parler de P et NP. Okay. Donc l'idée de P, c'est les algorithmes qui tournent en temps polynomial, okay, le problème qu'on peut résoudre en temps polynomial. NP, c'est des algorithmes plus durs. Alors NP ne veut pas dire non polynomial, parce qu'il veut dire qu'on peut le vérifier en temps polynomial, mais on va juste dire facile et dur, hein, ce sera bien. Et NP complet, là, c'est un ensemble de problèmes qui sont les plus durs dans NP, dans le sens que si on arrive à en résoudre un, on arrive à résoudre tous les autres dans NP. Okay. Mais donc, on a facile en vert, on a super galère dans les deux rouges. Et alors, maintenant, si on a un ordinateur quantique, ouais, je me suis dit, le problème, je ne peux pas vraiment expliquer comment fonctionne un ordinateur quantique, parce que déjà, je ne maîtrise pas particulièrement le truc, mais en plus de ça, c'est long, et ce serait de la physique, et c'est chiant. C'est la physique quantique, c'est toujours ça, on a toujours envie de savoir comment ça marche, et puis une fois qu'on voit vraiment comment ça marche, on fait, en fait, je m'en fous, je sais ce que ça marche, c'est bien. Et un truc que je sais, qu'on m'a dit, n'est-ce pas, je ne l'ai pas prouvé moi-même, c'est que disons l'équivalent de P pour un ordinateur quantique, c'est un truc comme ça. Ça s'appelle BQP, Bounded Error Quantum Polynomial. Pourquoi c'est Bounded Error? Parce que l'idée, c'est les algorithmes qui réussissent avec une probabilité supérieure à 2/3. On peut la rendre arbitrairement proche de 1 en répétant juste le truc. Okay. Et donc BQP, c'est un peu les problèmes faciles pour un ordinateur quantique. Et donc ça va étendre en fait P en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se trouvent ici, qui sont faciles pour un ordinateur quantique, mais qui sont durs pour un ordinateur classique. Okay. Et alors là, sans vous spoiler, qu'est-ce qui se passe forcément? C'est que discrete log et factorisation, ils se trouvent là. Et ça me pose un problème. Pourquoi je parlais de factorisation? Factorisation, c'est ce que tu dis dans RSA, vous avez entendu parler comme ça de RSA. Okay, mais si vous arrivez à résoudre factorisation, vous allez résoudre logarithme discret, en fait, il y a une réduction. Mais donc l'idée, c'est de se dire, voilà, tant que j'ai que le vert et le rouge, je suis bien. Mais une fois que j'ai quelqu'un qui a un ordinateur qui permet de calculer ce qui est dans le bleu, là, ben, pour mon Diffie-Hellman, c'est perdu. Okay. Et donc, ok, ça résout ça, mais c'est quoi mon problème? Okay. Même Diffie-Hellman ne marche plus. Allez, on s'en fout. Est-ce que j'utilise Diffie-Hellman, moi? Oui. En fait, là, j'ai essayé d'aller sur le site de Fortis. Hein, et j'ai cliqué dans mon browser sur Secure Connection, View Information, machin truc, et j'ai eu ça. Alors, il y a plein d'informations, on se fout complètement. Mais ici, il m'a expliqué toute la crypto que j'utilise pour me connecter. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fonction de hachage. Donc tout ce qui est cryptosymétrique, il n'y a pas de problème avec l'ordinateur quantique. Enfin, il n'y a pas de problème entre guillemets. On va voir exactement, mais a priori, tout se passe bien. Donc là, c'est la fonction de hachage, donc là, on n'y touche pas, tout va bien. Là, c'est un algorithme de chiffrement authentifié, 156 Galois Counter Mode, ça, on s'en fout. Là, l'algorithme de signature, c'est RSA. Et l'algorithme d'échange de clés, c'est marqué ECDHE, et le DHE veut dire Diffie-Hellman. Hein, donc EC veut dire courbe elliptique, mais le DHE, c'est Diffie-Hellman. Donc, quand je vais sur le site de ma banque, pour échanger la clé et pour m'authentifier, en quelque sorte, j'utilise factorisation et logarithme discret. Et là, maintenant, j'ai un problème. C'est-à-dire que si un mec avec un ordinateur quantique, eh ben, il peut juste récupérer la clé, en fait. Il va récupérer l'échange Diffie-Hellman, il va calculer le logarithme discret, il va récupérer ma clé, et donc il va pouvoir déchiffrer toutes les connexions, et même parler pour moi à ma banque. Et ça ne m'arrange pas trop, en fait. Hein. J'ai pas tant d'économie que ça, mais quand même, c'est chiant. Alors la question, c'est... Voilà, l'ordinateur quantique, moi j'en parle, mais il n'y en a pas. Enfin, j'en ai encore rien entendu parler, tu vois. Je sais qu'ils sont en train de le faire, mais est-ce que ça existe ou est-ce que ça va exister? Alors là, j'ai mis une quote, hein, parce que comme ça, je déresponsabilise sur tout ce que je raconte. Hein, c'est pas moi qui ai dit ça. Et là, on a monsieur Mark Kitchen là, qui nous raconte que blablabla, avant, on disait que c'était dans 50 ans, et peut-être ça va arriver. Maintenant, je pensais que ça allait être dans 50 ans, mais maintenant, je pense que c'est plutôt 15, que ça va arriver, que ça arrive. Quoi. En gros, le mec, c'est un type qui fait de la physique à IBM, donc bon, à mon avis, il pèse. Quoi, hein. Et donc l'idée de ce mec, c'est qu'il se dit, ça arrive de plus en plus. Mais bon, 15 ans c'est quoi?
moi, j'ai un truc qui est un fait, c'est que j'avais 9 ans en 2001, il y a exactement 15 ans. Et ça, c'est un fait qui ne changera pas, mais on s'en fout. Mais pourquoi j'écris ça? C'est parce que ça me paraît quand même il y a longtemps, 15 ans. Donc en réalité, j'ai le temps, voilà, c'est dans 15 ans, mais pour le moment, je utilise Diffie-Hellman, tout va bien. Mais alors quoi? En fait, l'idée, c'est que la conception de nouveaux algorithmes, ça prend du temps. Parce qu'il faut trouver quelque chose, il faut trouver une solution. Mais il n'y a pas que la conception. Après, il y a l'analyse de sécurité, c'est-à-dire que je sors un nouvel algo, mais peut-être moi, il y a des trucs que je n'ai pas vus dedans. C'est souvent comme ça. Certains algos, il faut le balancer, il devient public, il y a des gens tout autour du monde qui essaient de voir si ça marche ou pas. Puis il y en a un qui arrive à le casser, et donc, avant d'être sûr que ça marche, ça prend du temps. Le processus de standardisation aussi prend du temps. En crypto, on travaille beaucoup avec des standards, c'est-à-dire qu'on fait des espèces de contests, c'est-à-dire qu'on va balancer tout un tas d'algorithmes, on va faire un concours, tout le monde va analyser, et à un moment, ils vont dire « Ah, bah, celui-là, il a gagné ». Bon, le problème, c'est que quand c'est à chaque fois les Américains qui décident qui a gagné, on se demande s'il n'y a pas un backdoor, mais bon, on va dire que tout va bien. Mais donc, faire tout ça, ça prend du temps. Hein. Et puis là, je le montre de manière séquentielle. En réalité, tout se fait en même temps, hein, tout se fait en parallèle. Comme disait Denis, il y a des pipelines partout. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, l'implémentation sécurisée multiplateforme, parce que, OK, on a cet algorithme de crypto, il est bien, il est sur le papier, mais maintenant, je vais l'implémenter partout, sur plein d'architectures, plein de trucs, des devices embarqués, des trucs comme ça. Ça ne se fait pas tout seul. Et il me faut des implémentations sécurisées aussi, parce que, si vous vous souvenez du talk qu'avait fait Nikita au Hackerspace, c'est il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, vous avez parlé des attaques par canaux auxiliaires. Il ne faut pas que l'algorithme soit sécurisé uniquement de manière mathématique, mais il y a aussi l'analyse de consommation, l'émanation électromagnétique, des trucs comme ça. Donc, implémenter, ça prend du temps. Et aussi, on a un autre problème, et c'est peut-être le point le plus important qui va pousser à modifier la crypto dès à présent, c'est que les Britanniques et les Américains, ils enregistrent un tas de données. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes en train de vous connecter avec TLS sur un serveur, quelque chose, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit juste en train de record tout. Et que dans 15 ans, que l'ordinateur quantique, il déchiffre après. Donc, moi, personnellement, ça ne me gêne pas trop. Parce qu'a priori, je n'ai pas vraiment de secrets à cacher qui auront de l'importance dans 15 ans. Mais comme je disais, il y a 15 ans, on était en 2001. Juste après les attentats du 11 septembre. Est-ce qu'on sait tous les attentats du 11 septembre? Non. Il y a plein de trucs qui sont restés secrets. Donc, il y a certains secrets qui ont une durée de vie qui est bien supérieure à 15 ans. Et donc, le problème, c'est que si quelqu'un chope un ordinateur quantique dans 15 ans et a enregistré tout ce qui se passe aujourd'hui, il a les informations. Donc, on a déjà un problème dès maintenant, en fait. Donc, il faut faire la transition bien avant que ça arrive. Et donc, les solutions, c'est quoi? Les solutions, ça s'appelle la crypto post-quantique. Donc, c'est un champ de recherche en crypto. Donc moi, je vais essayer de vous présenter un des algorithmes d'échange de clés pour faire le parallèle avec Diffie-Hellman. En général, ça demande des trucs mathématiques un tout petit peu plus complexes. Ça va encore, il suffit de s'y faire. C'est juste une fois et puis tout va bien. Donc le slide d'après fait peut-être un peu peur. C'est pour ça que j'ai donné un nom de film d'horreur, en fait. C'est The Ring, et en réalité, c'est parce qu'on travaille dans un anneau. Donc je ne sais pas si pour vous, c'est lisible un truc comme ça. OK? Alors l'idée d'un truc comme ça, c'est de dire, ben voilà, on prend un anneau de polynôme et on va faire des multiplications, des additions, mais à chaque fois, on va réduire modulo un autre polynôme. Okay? Vous savez faire un modulo sur des nombres entiers, a priori. Avec des polynômes, ça marche de la même façon. Donc, j'ai préparé un super exemple. Je me suis mis dans R17, okay, et j'ai réduit modulo x exposant 8 plus 1. Donc là, il va se passer quoi? Imaginons que je vais multiplier deux polynômes. Okay, 4x exposant 7 plus 1, blablabla, on s'en fout des calculs. Okay. Si je fais ça, juste multiplication polynomiale normale, ça donne ça. J'espère que c'est juste, j'ai fait un peu à l'arrache, mais je pense que c'est juste. Ça donne ça. Mais ça, si je le réécris en termes de multiple de x exposant 8 plus 1, je vais mettre une pause en plus, ça, je peux le réécrire comme ça. C'est-à-dire, je prends un multiple de x exposant 8 plus 1, plus quelque chose. Donc un modulo, ça marche comment? Ben, on prend un nombre, on trouve un multiple et on a un reste. Ben là, c'est la même chose, en fait. Là, c'est mon reste de la division. Okay, et donc, si je réduis modulo x exposant 8 plus 1, ce truc-là, ça me donne juste ça. Okay. J'ai fait la même chose qu'un modulo, hein, sauf qu'au lieu de faire avec des nombres entiers, j'ai fait avec un polynôme directement. OK? Bien. Donc, au pire, pour le reste, si vous n'avez pas compris ça, dites-vous juste qu'on a des éléments qu'on peut additionner, multiplier entre eux. Bon.
Alors là, c'est un problème qui est un peu, c'est peut-être c'est l'équivalent du logarithme discret, mais c'est un problème qui s'appelle le ring learning error, qui nous vient du machine learning, apparemment. Je ne sais pas exactement la relation. Et l'idée, c'est de résoudre une équation de ce type-là, en fait. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un polynôme qui va être public, ça va être A. Je vais donner T qui est le résultat de A multiplié par quelque chose, plus un terme d'erreur. OK ? Et ma question, c'est trouver un S. Ce problème-là est intéressant parce que lui, il est, si je reprends mon truc, mon dessin, il est en dehors de la zone bleue. C'est-à-dire que pour l'ordinateur quantique, ben, ça ne nous aide pas pour résoudre ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si j'arrive à baser un protocole de crypto sur ce problème-là, ben, c'est gagné, quoi. C'est-à-dire que même le type avec son ordinateur quantique, ben, il n'est pas aidé. Okay ? Donc l'idée de ce truc-là, c'est vraiment, je prends un A, je multiplie par un S, j'ajoute un terme d'erreur. Okay ? Quand j'ai une gaussienne étroite, je veux dire que c'est faible variance, quoi. Okay ? Et je donne le résultat et je dis, essaye de me retrouver le S, et a priori, ben, il n'y a pas moyen. Bon. Et donc, on a beaucoup d'humour en crypto. Alors, le truc qui va nous sauver de la crypto quantique, hein, le papier, je ne déconne pas. Ah ouais, ok, ça c'est galère, j'ai oublié de le dire. Okay. Le truc qui va nous sauver, ça s'appelle New Hope. Donc, c'est un article qui est apparu en 2015. Okay. Et l'idée, c'est de faire un algorithme d'échange de clés, mais qui est post-quantique, c'est-à-dire qui résiste aux algorithmes quantiques. Donc, c'est un truc super intéressant. Je vais essayer d'expliquer dans les grandes lignes comment ça marche. J'ai simplifié un peu le protocole parce qu'on s'en fout un peu des détails, hein, pour être honnête. Mais c'est pour voir qu'en fait, ça a vraiment une relation avec Diffie-Hellman parce que c'est vraiment la même chose qu'on fait au final. Donc le protocole, c'est quoi? Alors là, j'ai un peu plus de trucs. Donc je me remets dans mon anneau, là, machin truc. Bon, je ne vais pas directement qu'on choisir les paramètres, mais je choisis des paramètres. OK, on a une distribution. Et je vais créer un secret. OK. Donc déjà, je vais sample un secret, et puis je vais créer un truc public qui va être... Ah, mais c'est un C, là. OK. C'est un C. Vous voyez? C'est un C. Donc je vais calculer AS plus E, avec S, c'est mon secret, et je vais le balancer à Bob. OK. Lui va faire de même, il va créer un truc public à partir de son secret. Donc là, c'est directement le problème que j'ai présenté avant, hein, c'est-à-dire qu'à partir du U là, on n'arrive pas à retrouver le S. Le S' dans ce cas-ci. OK. Et lui, ici, il va essayer de fusionner, entre guillemets, un peu comme on a fait avec Diffie-Hellman. Diffie-Hellman, chacun a envoyé sa partie du truc et a fusionné avec sa partie secrète. Okay. Ici, on va faire un peu la même chose, c'est-à-dire que Bob, il va fusionner son secret avec le C que Alice a envoyé et lui renvoyer, il lui a envoyé son paramètre public. Okay. Et donc, il se passe quoi quand on fait ça? Je vais expliquer ce que c'est le truc de réconciliation après. Ben, il se trouve que Alice se retrouve avec une valeur qui est AS' S plus E', et lui AS' plus ES' plus E seconde. OK. Bon, les calculs sont justes, hein, j'en suis persuadé. Mais ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que, comme je rappelle, les termes d'erreur, ils sont très petits. C'est-à-dire que j'ai récupéré ça d'une gaussienne avec une faible variance, donc c'est des trucs tout petits. Ce qui fait que ces termes-ci, tous les termes qui sont multipliés par E, ils sont très petits. Donc en fait, VA et VB, c'est presque une clé partagée. C'est une clé partagée, mais j'ai changé quelques trucs. Parce que ça, ici, c'est une grande valeur, et ça, c'est toutes des petites valeurs. Et comme là, on a AS' et ASS' qui là, sont la même chose, c'est commutatif, okay, ben, j'ai presque un secret échangé. Donc j'ai presque Diffie-Hellman. Pour avoir ce Diffie-Hellman, je vais juste changer les notations. Donc on est d'accord que qu'on utilise un groupe multiplicatif ou additif, c'est une question de notation. Okay. Que je vois ça comme une multiplication, une exponentiation, ben, ça ne change rien. Si je dis juste que le plus devient un fois et le fois devient une exponentiation, c'est les mêmes opérations, c'est une question de notation. Donc là, je vais changer, transformer multiplication en exponentiation et mes plus en fois. Okay, et j'arrive avec un truc comme ça. Okay, c'est la même chose. Mais je vais faire mieux, c'est que je vais encore changer de notation pour revenir à celle de Diffie-Hellman. Donc Diffie-Hellman, j'avais dit que mon secret, c'était A d'un côté, B de l'autre, et mon paramètre public, c'était G, alors que ici, c'est A, donc forcément, c'est pas une notation, c'est un peu chiant. Là, c'est de nouveau un C qui passe, hein, c'est toujours un C qui passe. Donc, je vais juste remplacer, et là, je vois quoi qui apparaît. Ben, en fait, c'est comme si Alice, elle chopait un A avec un terme d'erreur, qu'elle faisait G exposant A, qu'elle l'envoie, là, c'est bien un C qui est passé. Lui, il fait G exposant B, il l'envoie, et elle calcule G exposant BA, et lui, G exposant AB.
Et ça, c'est exactement ce qu'on a fait avec Diffie-Hellman. On a pris un A d'un côté, un B de l'autre côté, okay, on a fait j'expose en A, j'expose en B, on a échangé de côté, on a réconcilié. La seule différence avec Diffie-Hellman, c'est qu'on a ce terme d'erreur-là qui vient s'ajouter. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc de réconciliation. Alors pourquoi j'ai foiré avec mes B avant? En fait, à la base, dans leur papier, c'est écrit avec B à chaque fois, c'est pas C. Et quand j'ai voulu changer de notation, ça ne marchait plus du tout parce que B, c'était le secret de l'autre. Donc j'ai changé C, mais j'ai oublié un truc ou deux dans le LaTeX. Ça arrive. Mais donc voilà, c'est ça. Donc le dernier truc que je vais expliquer, c'est comment est-ce qu'on fait pour réconcilier à partir de ces valeurs-là qui sont presque les mêmes. Donc je rappelle ce qu'on a échangé, on a toujours travaillé dans un anneau, hein, représenté par des polynômes. Et donc, je vais prendre n égale 10, q égale 100. Et donc moi je me retrouve avec un truc comme ça. Je reçois un truc comme ça. Évidemment, pour eux, c'est plus grand, hein, c'est des polynômes de taille 1024, et puis c'est des autres paramètres, mais l'idée, c'est que c'est un truc comme ça. Et donc Bob, il a un truc qui ressemble à ça, mais un peu perturbé par les termes d'erreur. Donc lui, plutôt d'avoir 88, bah, il a, je ne sais pas, 85, d'avoir 86, 46, il a 48, 50, j'en sais rien. Mais donc en crypto, ça, c'est pas terrible, parce qu'il faut que les deux clés soient exactement les mêmes. Sur un crypto symétrique, à un moment, il ne faut pas déconner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prendre les coefficients 2 à 2 et de faire une réconciliation. Comment je vais faire ça? D'abord, je vais transformer ça directement en un vecteur. Ok, ça, c'est pas une étape très compliquée à comprendre. Et je vais mapper les valeurs 2 par 2 vers 0, 1. Donc là, j'ai juste à diviser par Q. Okay, je divise par 100, et donc j'ai bien maintenant des valeurs entre 0 et 1. Ça, c'est pas incroyable à comprendre. Et je vais les regrouper 2 par 2. Et ça va me donner des couples de points. Okay, et ces couples de points, je vais en faire un bit à chaque fois. Je vais faire un bit à chaque fois comment? Je vais utiliser un truc de ce style-là. Ça, c'est la réconciliation de niveau. On est d'accord qu'on a chacun des couples et qui sont presque les mêmes. Qu'on a des points qui ne sont pas exactement au même endroit, mais presque les mêmes. Et je vais dire, OK, si je me trouve dans une cellule grise, dans une partie grise de la cellule, bah, j'output un 0. Si on trouve dans la partie blanche, j'output un 1. OK? Donc ça, dans plein de cas, ça va marcher tout seul, en fait. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un point qui est ici, l'autre a un point qui est un peu perturbé par les termes d'erreur, il va être là, ça marche. Il y a juste un cas où ça foire, c'est quand moi je me trouve là, que lui est perturbé et qu'il se trouve ici. Okay, donc pour aider à la réconciliation, qu'est-ce qu'ils font dans New Hope? Ils ont fait un truc assez cool. C'est-à-dire qu'ils disent, OK, je vais envoyer une information de réconciliation qui va être la distance entre moi et le centre de ma cellule. Donc imaginons que je me trouve ici, j'envoie à l'autre le vecteur qui va entre ici et ici. Et donc si lui il se trouve là, il va additionner ce vecteur à son point et il va être envoyé ici dans la bonne cellule. Ok, ça paraît peut-être un peu compliqué, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? La propriété intéressante de ce truc, c'est que révéler ma distance avec le centre, ça donne absolument 0 information à l'adversaire. Parce que si je dis que le vecteur c'est ça, il ne peut pas savoir où je suis, parce que ça pourrait être bien que je suis de l'autre côté. Il ne peut pas savoir dans laquelle des quatre je me trouve à la base, donc ça ne l'aide pas. Donc j'arrive à aider à la réconciliation de l'autre sans donner d'informations sur moi, ma clé secrète. OK? Donc ça, c'était New Hope en vitesse. Donc le papier est quand même assez long. Et en plus, ils font pas ça en 2 dimensions, mais en 4 dimensions, ça devient un truc un peu bizarre. Mais sur le principe, c'est ça, quoi. Donc l'idée, c'est qu'on a un truc qui ressemble vraiment à ce qu'on a fait avec Diffie-Hellman, mais on a juste dû perturber avec des termes d'erreur pour avoir la propriété post-quantique. Et à la fin, on va quand même réussir à réconcilier, parce que ces termes d'erreur sont petits, et ce qu'on a échangé est proche. OK? Donc, vous n'avez pas compris New Hope, des trucs comme ça, ou les détails des maths, on s'en fout. Moi, je vous disais, ce qu'il faut retenir de ce que j'ai raconté, c'est 3 trucs. Enfin, je pense. Je ne sais plus combien il y en a. Déjà, c'est au moins un. C'est que les algorithmes crypto-asymétriques qu'on utilise actuellement sont en danger, entre guillemets. C'est-à-dire que si on arrive à avoir un ordinateur quantique, a priori, on va pouvoir résoudre les problèmes comme le logarithme discret, factorisation. Donc, ce qu'on utilise maintenant, ça ne va plus marcher. Donc, il nous faut une solution. Mais il existe des alternatives, comme je viens de vous présenter. Il y a des trucs qui marchent et qui sont très bien, et qui sont même très simples à comprendre, n'est-ce pas? Mais la question doit se poser avant l'apparition des ordinateurs quantiques, parce que le problème, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, à ce moment-là, il sera trop tard. Il ne faut pas que je trouve l'algo le jour juste avant que le mec puisse commencer à attaquer le précédent. Parce que tout ça, ça prend du temps. Il faut que ce soit développé en masse.
Et j'ai envie de dire, on joue gros là-dessus, parce qu'on joue clairement sur toute la sécurité d'Internet, et quand on y pense, c'est un peu tout maintenant. Je veux dire, sans crypto, bah, pas moyen de s'échanger un message avec TLS. On fait quoi? Il n'y a plus de banking, il n'y a plus de e-commerce, il n'y a plus de boîte mail, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, les sites web, ça devient juste des posters, c'est juste du HTML, quoi. Donc ça ne sert à rien. Donc en fait, la crypto, elle soutient tout un tas de trucs, et on ne peut pas vraiment, je pense, prendre à la légère ce problème. Même si on n'est pas sûr, ça se trouve, on n'arrivera jamais à construire d'ordinateur quantique parce que visiblement c'est la galère au niveau de la physique. Mais le problème, c'est que le danger est tellement grand qu'on ne peut pas prendre ce risque. Et en plus de ça, un point que j'aimerais rajouter, effectivement, il n'y a plus de points, un point que j'aimerais rajouter, c'est qu'en faisant du post-quantique, on est arrivé à un truc très intéressant, c'est qu'on a trouvé aussi des trucs de crypto qu'on n'avait pas avant, mais qu'on a trouvé parce qu'on faisait du post-quantique. Ça paraît un peu bizarre, mais sauf qu'on a commencé à faire utiliser des trucs sur les lattices. Il y a un truc qu'on cherchait qui s'appelait Fully Homomorphic Encryption. Donc l'idée, c'était de pouvoir, de pouvoir calculer ces données chiffrées. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner mes données en clair et vous calculez, je vous donne des données chiffrées, vous calculez, vous m'envoyez le résultat, vous ne savez toujours pas ce que c'est, moi je déchiffre, j'ai le bon résultat. Okay, c'est un truc qu'on n'arrivait pas à faire avec de la crypto qu'on avait avant. Et c'est en faisant du post-quantique qu'on a réussi à le faire. Donc faire la recherche en post-quantique, ça nous permet aussi de trouver de nouvelles choses qui sont utiles, même si on reste dans le contexte classique. Donc je crois que ça achève et j'ai mon vrai slide de questions cette fois-ci. Bonsoir. Non, bonsoir. Ok, ouais. Comme on enregistre le son avec un truc différent maintenant, si vous avez une question, il va falloir passer le micro, donc ça va être très rigolo, mais parfait, tout prêt. Juste pour savoir, tu crois que si les ordinateurs quantiques arrivent, ce serait quelque chose auquel tout le monde aura accès et pas plutôt un truc que seul auquel les gouvernements auront accès, des trucs comme ça? Parce que dans ce cas-là, on ne serait pas vraiment en danger vu que ça ne changerait rien maintenant, ils observeraient quand même ce qu'on fait, voilà. Ok. Donc clairement, la réponse est oui, ça va commencer par arriver les gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Ça va être les gouvernements en premier, ça c'est clair. Maintenant, la façon dont tu vois les choses est un peu bizarre. Tu considères que si c'est le gouvernement, tu n'es pas en danger parce que de toute façon, il ne te veut que du bien. Non, non, au contraire, je dis qu'ils le font déjà, enfin ils peuvent déjà observer ce qu'on fait, etc. Donc ça ne changerait pas grand-chose à maintenant s'ils avaient ce genre d'ordinateur. Enfin le danger, c'est si tout le monde a accès à ta banque et des trucs comme ça. Ok, mais clairement, le quantique pour tout le monde, c'est pas pour demain. Ah, okay, ça va être la même chose qu'avec l'informatique classique, c'est-à-dire que petit à petit, ça va se démocratiser, et peut-être vraiment dans le futur, bah, voilà, ça va tout changer. Mais peut-être que dans 100 ans, tout le monde aura son ordinateur quantique chez lui. Okay. Maintenant, j'ai l'impression que se dire que le gouvernement sait déjà tout, alors on s'en fout, c'est déjà abandonner une bataille qui est très importante, qui est de ta liberté, en fait. C'est-à-dire que tu dis déjà, c'est perdu, ils savent tout. C'est pas vrai, c'est pas nécessairement vrai. Ok, il s'est passé beaucoup de choses avec la NSA et tout ça, mais si on regarde ce que dit Snowden, au final, la NSA, ils voient que quand on utilise Tor et tout, c'est pas facile pour eux. Hein, ils n'ont aucune idée de par où on passe. Et donc, je crois que tu peux pas juste dire, ouais, je m'en fous. Et puis, de toute façon, tu ne dois pas te poser la question comme ça, dans le sens où les gouvernements entre eux vont avoir besoin de se protéger, donc il faudra quand même développer quelque chose. Mais n'abandonne pas, ta liberté existe toujours. Non, c'est vrai, mais un tort, ce ne sera jamais un truc grand public. Je crois que les gens n'utiliseront pas tout ça. Enfin, ce que tu dis est vrai, mais c'est à petite échelle, quoi, pour l'instant. Non, je ne dis pas que le grand public va utiliser Tor, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'arrivent pas à casser la crypto actuelle, tu vois. Le truc, c'est qu'ils exagèrent parce qu'ils ont un pouvoir politique qui est énorme, ça c'est sûr et certain, mais sur la technologie, sur la crypto, je ne pense pas qu'ils casseraient ça, je ne pense pas qu'ils cassent Diffie-Hellman, tu vois. Ça m'étonnerait, on ne peut pas savoir, mais ça m'étonnerait vraiment. Donc le truc, c'est qu'ils ont le pouvoir avant que tu reçoives ton ordinateur, d'ouvrir la boîte, de mettre un backdoor dedans et de le refermer. Ce qu'ils font exactement, ben, personne ne le sait. Mais je pense que, il ne faut pas abandonner, quoi, tu vois. C'est quelque chose d'important et il faut essayer de se battre pour que tout se passe bien. Okay, merci. Personne d'autre? Super, bah merci beaucoup. Hein. Ouais, et on peut l'applaudir encore une fois. Ah! Ok. Pour les ordinateurs ADN, je ne sais pas trop, mais... Les ordinateurs ADM, c'est donc utilisé. C'était un article dans Scientific American dans les années 90 fait par
Rivest et Adelman, donc qui ont fait le RSA. Ok, oui. Et donc, c'est d'utiliser la reproduction ADN parce qu'elles ont... en fait, c'est ce qu'on appelle du multiparallélisme rapide. C'est-à-dire que la réaction, c'est une réaction biologique, donc c'est très lent, mais c'est massivement parallèle. Puisqu'on sait que le code ADN, c'est très long. Okay, oui. Et on peut créer des réactions, des opérations déterminées. On sait qu'on peut transformer de l'ADN chaque fois de la même manière. Donc si on peut le faire, on peut créer un groupe. Donc, enfin, un groupe mathématique avec des opérations. Donc si on peut faire ça, on peut travailler sur un calcul. Donc c'était ma première question. Et l'autre chose, c'est le one-time pad qui était utilisé dans les... La première question Pardon ? Il n'y a pas de question. Enfin, non, c'était où est-ce que c'en était à ce point de vue-là par rapport aux ordinateurs quantiques. J'en sais rien, mais ce que je peux dire, c'est que je pense que... Ok, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je pense que le modèle de calcul reste le même de l'information classique et qu'au final, les algorithmes qui s'utilisent, ok, ils peuvent faire du multiparallélisme très vite, mais ça, c'est comme si on multipliait juste les processeurs. Les problèmes qu'on utilise actuellement, on n'arrive pas à les casser parce qu'on a un problème vraiment de scaling. C'est un ordre de grandeur énorme. C'est qu'on a des algorithmes qui tournent en temps exponentiel. Donc, même si on peut très fort paralléliser, on va quand même avoir un problème d'ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on n'a quand même toujours pas un algorithme polynomial pour résoudre. Et je pense que même si ça permet d'aller très très vite et d'avoir un grand speed-up, on sera quand même, je ne sais pas, j'en sais au hasard, mais 10 exposants 80, pas assez rapide. Donc, je pense que tant qu'on ne change pas le modèle de calcul et la puissance d'un ordinateur dans le sens qu'est-ce que je peux faire algorithmiquement, ben, ça ne va pas changer grand-chose au final. Ok, la deuxième question, je ne me souviens plus, mais c'est le contenu des algorithmes, mais c'était le one-time pad. Les chiffrements one-time pad qui sont utilisés notamment dans la stratégie nucléaire. Ok, du one-time. Ok, mais... Parce qu'ils n'utilisent pas les RSA et des choses comme ça, puisqu'ils peuvent être cassés plus facilement. Ok, mais donc l'idée d'un one-time pad, c'est quelque chose qu'utilisait aussi dans tout ce qui est chiffrement par flux, stream cipher. L'idée du one-time pad, c'est vraiment où il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas d'information mutuelle entre un chiffré et un texte clair. Et l'idée du one-time pad, le problème du one-time pad, c'est qu'on a un secret qui est exactement de même taille que le message, donc c'est pas très pratique. Et il n'offre pas toutes les possibilités de la crypto. C'est-à-dire que, par exemple, comment est-ce que je fais pour signer un message avec un one-time pad? Ben, je ne sais pas. Et le one-time pad, c'est quelque chose de fondamentalement symétrique, donc ça ne suffit pas en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ce n'est pas cassable parce qu'il n'y a pas de relation mathématique entre le chiffré et le plain text. Mais donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre ça en pratique. C'est-à-dire qu'en pratique, ce n'est pas utilisable, quoi. Parce que comment je fais pour échanger les clés? Ben, je n'ai pas de solution, quoi. Ça va. Merci beaucoup d'être venu. On va faire une petite pause.